Très Formidable. bien. On est rejoint par Nicolas Patel de la société Colity, c'est ça? On prononce comme ça? Quality, exactement. Colity, génial. Et c'est bien parce que cet après-midi, on va parler d'analyse sémantique, de data textuelle, on va parler de data sonore, la vocale. Écoute, Nicolas, super. Est-ce que tu peux nous faire partager donc, on est tous dans des différentes entreprises. Il y a 3 personnes qui sont dans le domaine de la santé. On a 4 personnes, je crois, dans les RH. On a une personne pardon, non, une personne dans les RH, 3, 4 personnes dans le BTP. Donc, plein de domaines. Christine, qui voudrait qu'on lui offre des fleurs parce que, en tant que fleuriste, elle n'a pas, comme gérante d'entreprise dans le domaine des fleurs, elle a pas, on lui offre pas beaucoup de fleurs en ce moment en confinement. Voilà, tu es entouré de dirigeants d'entreprise qui cherchent à comprendre les technos et la data stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire avec des data. Euh, donc, c'est à la fois ton parcours d'entrepreneur et puis l'aspect techno aussi, on avait Ouais, ouais. parlé de ça. On te laisse la parole. On peut te poser des questions quand on veut? Euh, alors, déjà, je partage mon écran. Est-ce que Tu déjà tout partages le ton monde le écran, voit? super. C'est bon, vous le voyez? Donc moi, Ouais. ce que j'avais prévu initialement, Oui. c'était plutôt séparé en deux, c'est-à-dire faire une présentation assez rapide en fait de la société et de comment ça Voilà. marche derrière, pour ensuite laisser de la place au moins 10 minutes à un échange. Mais après, bien Parfait, sûr, parfait. si Jean-Philippe, tu veux Parfait. compléter, Donc, on pose. tu n'hésites Non, pas. non, effectivement, c'est parfait. Donc, on pose plutôt pour l'instant, nous, les questions dans le chat. Et puis, on voit les questions après. On te laisse nous parler donc de reconnaissance automatique de la parole et du traitement, des technologies de traitement du langage naturel. Exactement. Donc, encore merci pour ton invitation. Je suis très content de pouvoir parler avec vous de Colity. Donc, Colity, c'est un projet qu'on a lancé il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, c'est un service d'analyse conversationnelle donc, qui est principalement destiné aux équipes de télévente et de succès client. Et donc, pourquoi ces équipes? Parce que c'est des équipes qui ont la spécificité de passer beaucoup de temps au téléphone et beaucoup de temps en visioconférence, dans le cadre de démos, etc. Et donc, souvent, ces contenus de conversation sont enregistrés. On a des enregistrements qui sont disponibles, mais qui sont très peu exploités. Et pourquoi ils sont très peu exploités? C'est principalement parce que la donnée audio, et c'est ce qu'on va voir par la suite, elle est très peu structurée. Et donc, on ne va pas pouvoir faire de la recherche dessus comme on peut le faire avec le texte, par exemple. Donc, souvent, d'un point de vue très opérationnel, on essaie de prendre des notes pour se rappeler ce qui a été dit. Mais même ces notes, on a du mal quand même à… Déjà, il y a beaucoup d'informations qui est perdue. Et surtout, a posteriori, dans une dimension plutôt management, marketing, on a du mal à capitaliser sur toutes les informations qu'on a eues pendant les appels. Voilà. Et donc, nous, les principales étapes et services qu'on va proposer, c'est déjà donner accès à la transcription, c'est-à-dire au texte, de l'intégralité des conversations. Et donc ça va être intéressant pour les commerciaux parce qu'ils vont avoir une traçabilité complète et une capacité à retrouver de l'information bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui, notamment via des fonctionnalités de recherche. Et étant donné qu'ils ont moins à prendre de notes, ils peuvent plus se concentrer sur le client pendant leurs Est-ce que, interactions. est-ce que tu peux fermer le petit volet avec les participants sur la droite? Parce en appuyant tout à fait à gauche, voilà, tu peux le réduire à gauche, voilà, voilà. Non, ici, voilà, super. Et le mettre tout en bas, comme ça, on pourra voir le texte des slides, ça cache les slides. Super. Merci beaucoup. Mais je Donc, t'en en prie. fait, tout est de la data, tout est de la data. Et jusqu'à présent, il y a des datas non disponibles, c'est la voix des commerciaux au téléphone. Mais Alors, mon ce qui est Dieu, paradoxal, tu as raison, Jean-Philippe, de le souligner, c'est que cette donnée, elle est disponible, mais elle n'est pas exploitée parce qu'elle est difficilement exploitable. Et on va rentrer alors, dedans pour expliquer pourquoi. ouais. Mais alors, on se demandera aussi, il y a un mystère qui plane là sur ta présentation, on a envie de comprendre, mais à quoi ça servirait d'avoir tous les enregistrements? On ne pourrait pas les réécouter. Alors, on t'écoute, les cas d'usage et la techno d'abord, allons-y. Tout à fait, très bon point. Bien sûr, on pourrait les réécouter, mais le problème, c'est qu'une équipe commerciale, son but, c'est de vendre. S'il faut réécouter, si chaque commercial doit se réécouter systématiquement pour réécouter l'intégralité des échanges systématiquement pour retrouver de l'information, ou si les managers doivent tout réécouter pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se dit, de ce qui marche,
des objections qui reviennent le plus, de ce que disent les clients des concurrents, par exemple, on voit que ce n'est pas du tout efficient comme approche et c'est aussi beaucoup pour ça que ce n'est pas fait. Et donc, encore d'un point de vue opérationnel, mais cette fois plus sous l'angle du manager, on va apporter par des systèmes de traitement du langage naturel et donc de détection automatique la capacité de faire émerger une vision d'ensemble sur ce qui s'est dit. On va apporter aussi des fonctionnalités d'alerting. S'il y a des discours commerciaux qui ne doivent absolument pas être utilisés parce que ça crée des litiges, le manager, là, il a la possibilité d'en être informé tout de suite, de réécouter, de comprendre ce qui s'est passé et de faire un feedback. Donc, cette notion de feedback dans les équipes commerciales, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui y sont confrontés. C'est une problématique très importante. Comment on organise la montée en compétences des collaborateurs, surtout des plus juniors. Et puis, c'est un sujet sur lequel il y a des grosses pistes d'amélioration aujourd'hui. Et puis, si je peux me permettre, ça résume un petit peu l'ensemble. Je discute avec beaucoup de directeurs commerciaux qui me disent, quand je leur dis qui sont vos meilleurs commerciaux, ils savent me le dire. Et quand je leur dis, mais avez-vous des datas objectives, pouvez-vous savoir exactement pourquoi ils sont les meilleurs? Et à part me dire, ils sont grands, ils sont beaux, ils parlent bien, à part ça, ils ne savent pas objectiver, ils ne savent pas dire, voilà précisément les phrases qu'ils disent, voilà précisément les réponses qu'ils disent. Le temps d'attente après les objections est plus long, donc les clients ont l'impression qu'on les écoute plus longtemps, qu'on fait plus attention à leurs remarques. Enfin bref, ils ne savent pas décortiquer les secrets des meilleurs commerciaux, donc ils savent moins bien coacher tout le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas l'intégralité de l'audio exploitable, même la perspective de pouvoir raccrocher l'ensemble des interactions avec le fait qu'on est vendu ou pas, c'est même pas envisageable aujourd'hui. Et c'est ça que nous, on cherche à apporter. Et surtout, comme tu le dis très bien, Jean-Philippe, avec un maximum d'objectivité, on veut sortir des ressentis et donner même une fiabilité pour les décideurs sur les forecasts avec un système qui est capable de faire par exemple des pronostics sur est-ce qu'une vente va se faire, sachant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, on n'est pas là pour remplacer le commercial ou le manager, on est là pour essayer d'apporter des outils qui vont leur permettre d'être plus efficaces et plus objectifs. Voilà, mais ça, c'était la présentation un peu rapide pour vous donner le contexte dans lequel nous, on évolue. Mais vraiment, je pense que ton attente, Jean-Philippe, sur cette présentation, c'était aussi de vous donner les clés de concrètement où sont les Voir sous problèmes, le capot, voilà, comment ça marche. comment on est capable de développer d'un point de vue ingénierie des solutions qui sont efficaces, qu'est-ce qu'on peut réellement en attendre, parce que toujours dans le discours commercial, on peut s'emballer. Et en pratique, quand on fait des POC, on voit qu'il n'y a pas de ROI, que ça marche beaucoup moins bien que ce qui a été dit. Donc, je vais essayer de décortiquer tout ça pour vous donner une vision d'ensemble. Je vais essayer quand même de… Moi, ce sujet technique, il me plaît beaucoup, mais je vais essayer de me forcer à ne pas rentrer trop dans le détail. Donc, Jean-Philippe, si tu sens qu'on pourra aller plus vite, tu n'hésites pas. Voilà, je serai le gardien du vocabulaire, je serai Voilà, le et du temps. traducteur. Et du temps. Donc, on va se concentrer dans un premier temps sur, avec ce que je vous affiche là, c'est la vue d'ensemble. Donc, à gauche, on a des locuteurs, donc c'est-à-dire des commerciaux qui parlent avec leurs prospects. Donc, on a l'enregistrement audio. Mais la première étape, si on veut pouvoir analyser cette donnée audio, c'est de la transformer en texte, qui va être un format beaucoup plus structuré, beaucoup plus exploitable. Et donc, quand je dis texte, c'est bien entendu un texte qui est correctement orthographié, avec les noms propres qui sont bien reconnus. Il n'y a pas trop de fautes de conjugaison, de grammaire, etc. Donc, on voit tout de suite, cette problématique de reconnaissance de la parole, elle va être bien sûr dépendante de la langue dans laquelle les gens s'expriment. Et l'étape d'après, une fois qu'on a le texte, donc là, on va rentrer plutôt dans la partie traitement du langage naturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable d'extraire de l'information de manière fiable et pertinente de ce texte. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, nous, ce qu'on détecte en termes de moments importants, c'est est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'on fait référence à un produit ou à un concurrent? Est-ce qu'on sent des irritations dans la voix du prospect? Et d'un point de vue plus opérationnel, on facilite la prise de notes pour le commercial en identifiant les prochaines étapes. Par exemple, rendez-vous la semaine prochaine à 13h.
ce genre de choses. Et sur la partie plus objectivité, visibilité pour les managers, on va être capable d'exploiter tout l'historique des ventes et tout l'historique des conversations pour faire des vraies études statistiques sur, par exemple, qu'est-ce qui a le plus d'impact et bien sûr, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans un contexte donné. Ce qui marche d'un côté ne va pas forcément marcher de l'autre. Et donc, sur la reconnaissance de la parole, je vous ai mis un petit exemple ici. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre, vous, de votre côté. Jean-Philippe, est-ce que tu entends? Non, pas encore. Bon, je vous… Sur Zoom, quand tu fais, alors on va essayer. Sur Zoom, quand tu fais, il y a une question de Thierry déjà sur les irritations. Sur Zoom, quand tu vas dans partage d'écran, tu as un petit bouton qui te propose partager le son de mon ordinateur. Donc voilà, tu fais New Share, vas-y, New Share. Recommence. Voilà, New Share. Pardon, Au je ne le milieu. vois Voilà. pas. OK. Ah, il est là. Voilà, New Share. Et tu cliques le bouton Share Ah, Computer super. Sound. Voilà, comme ça on va t'entendre. Voilà, Donc, cet exemple, il est issu du conte de Monte Cristo, peu importe. Ne faites point de rêve qui vous ferait paraître la réalité plus terrible encore. Et contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'une conversation commerciale, clairement. On a quelqu'un qui est en train de lire un audiobook, et donc avec une qualité qui est un professionnel, et donc avec une qualité d'élocution qui est quand même assez bonne, très peu de bruit de fond. Donc, on a un signal audio qui est quand même très propre. Et ce que je vous ai mis en bas, c'est en fait pour vous donner une représentation de ce que va voir l'ordinateur, quelle est la donnée disponible. Et donc, le son, donc c'est une onde, et elle va être définie par un signal temporel qui est caractérisé par des amplitudes. Donc, c'est le premier graphe qu'on voit en haut. Quelle est l'intensité du son? Est-ce que c'est fort, pas fort? Et ensuite, il va être caractérisé par donc, quelles sont les plages de fréquence qui sont actives à un instant donné. Donc, ça, c'est les couleurs qu'on voit sur le deuxième schéma. Et donc, bien sûr, au plus ça va être rouge, au plus ces fréquences-là vont être actives. Et donc, la question, c'est comment est-ce que, enfin, le problème qu'on cherche à résoudre dans le cadre de la reconnaissance automatique de la parole, c'est comment est-ce qu'on est capable de transformer ce signal audio où globalement, on sait à peu près quelles sont on sait exactement quelles sont les plages de fréquences qui sont excitées, mais on n'a pas tout à fait les sons, on a juste les plages de fréquences. Comment est-ce qu'on est capable de le transformer en un texte qui est correctement orthographié, etc. Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est simple, moi, je vois quelles sont les plages de fréquence, je suis capable de me dire, OK, bah, quand j'ai ces plages de fréquence, ça correspond à tel son, le son A, le son B, le son T. Avec ça, j'ai les informations dont j'ai besoin pour reconstruire la phrase, et ensuite, je trouverai bien un moyen pour l'orthographier. Le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que là, on voit un exemple, mais en réalité, si ça avait été un homme qui avait parlé, le signal il aurait été complètement différent. C'est-à-dire les amplitudes, souvent, d'un homme, elles sont plus graves. Enfin, les sons sont plus graves et donc on aurait été sur des fréquences plus basses. Peut-être qu'il aurait parlé ponctuellement un peu plus vite. Donc, voilà, on voit tout de suite qu'il va y avoir dans ce signal audio une grande diversité en fonction du locuteur et notamment en fonction de la vitesse à laquelle il parle. Est-ce qu'il a un accent? Est-ce qu'il est du sud, du nord? Est-ce qu'il mange ses mots? Et encore plus, est-ce qu'il y a du stress dans sa voix, des hésitations, par exemple? Si la personne va bafouiller, se reprendre, on ne va pas vouloir forcément que ce soit transcrit. Donc, à ça se rajoutent des perturbations dans le signal lui-même, comme du bruit de fond. Et donc, tout ça ensemble fait que il y a eu énormément de recherches sur ces sujets-là depuis au moins une soixantaine d'années. L'approche qui a été testée au départ, c'était celle-là. On construit des règles à la main avec des experts qui sont des linguistes. Et la conclusion, c'est que ça ne marche pas. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience avec des systèmes de vocaux interactifs, en tout cas au début. Même quand on dit un mot, ce mot a du mal à être compris. Alors imaginez une phrase et toute la subtilité qu'il peut y avoir dans le langage, surtout quand on s'adresse à un humain à l'oral. On ne va pas faire attention de bien parler pour que le système de transcription qu'il y a derrière marche bien. Et en plus, même si imaginons qu'on soit capable de faire des règles pour détecter parfaitement quels sont les sons, bah, encore faut-il l'orthographier. C'est-à-dire que si on définit des règles pour bien repérer les sons, bah, après, il faut encore
définir des règles pour que la grammaire s'applique bien, et que la conjugation s'applique bien. Donc, la conclusion, c'est que cette approche, elle n'a pas donné les résultats escomptés. Et donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les techniques qui aujourd'hui permettent d'avoir des systèmes suffisamment fiables pour être exploitables dans les entreprises. Et donc, je pense que vous en avez entendu parler déjà. Peut-être que Jean-Philippe vous en a déjà parlé aussi. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage statistique en français. Et donc, le terme en anglais, c'est machine learning, deep learning. Souvent, c'est vulgarisé en intelligence artificielle. Moi, je préfère qu'on parle d'apprentissage statistique parce qu'à la fin, ce qui traite, c'est des machines et la machine n'a pas d'intelligence, donc je pense que le terme est galvaudé. Voilà. Et puis, intelligence artificielle, c'est un peu un mot fourre-tout et l'analyse d'image, l'analyse de vidéo, l'analyse de son, l'analyse des émotions, bref, on met tout dedans et faut parler avec les noms des choses précises. Apprentissage statistique, apprentissage automatique, machine learning. Exactement. Et surtout, l'avantage de ces termes aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches de la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que contrairement à l'approche traditionnelle où on va essayer de définir des règles, a priori avec des experts qui sont dans le cas de la transcription, la reconnaissance automatique de la parole, on va travailler avec des linguistes qui ont catégorisé les sons, notre façon de construire notre vocabulaire et notre façon de communiquer ensemble. Et en fait, dans l'approche moderne d'apprentissage statistique, toute cette dimension n'existe plus. C'est-à-dire que ce qu'on va construire, et c'est ce que j'ai essayé de représenter sur la droite de l'écran, on va construire de manière mathématique, je dirais, des briques informatiques capables d'apprendre à partir de beaucoup de données. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter là. On va plutôt que définir des règles a priori. Oui. Nicolas, c'est le principe général. Si tu montres à un bébé qui ne sait pas ce que c'est qu'un chat et un chien, tu lui montres 1000 chats qui marchent lentement, qui bougent la queue d'une certaine manière, qui ont une certaine couleur, et ensuite tu lui montres 1000 chiens qui aboient. Au bout d'un moment, quand il verra un truc, il saura s'il doit le caresser ou s'il doit en avoir peur parce qu'on risque de le mordre. Enfin, il arrivera à identifier un chat d'un chien, c'est ça. C'est exactement ça. Et le processus technique qui est utilisé d'un point de vue informatique, hein, j'entends, pour permettre ça, donc c'est ce qu'on appelle le machine learning et c'est une construction mathématique qui est capable de se dire, OK, ma donnée d'entrée, donc c'est le signal audio que vous voyez à gauche, je sais que je dois prédire le texte « Ne faites point de rêve qui vous ferait paraître la réalité plus terrible encore ». Et avec ma configuration actuelle, je vois qu'il y a des erreurs. Bah, comment je modifie ma configuration actuelle pour qu'il y ait un minimum d'erreurs? Et donc, on le fait sur un exemple, sur 2 exemples, sur 3 exemples. Et en fait, on le fait sur des millions, voire des dizaines de millions d'exemples. Et de manière itérative, à force d'ajuster ces paramètres internes, bah, le système va être capable de trouver une représentation, une capacité de passer de l'un à l'autre. Donc tu prends 10 000 personnes qui prononcent la même phrase, tu sais quelle est la bonne phrase. Oui. Et à partir de ces 10 000 exemples où il y a des variations, tu arrives à enlever toutes ces variations pour arriver à trouver le signal minimal, le point commun entre 10 000 personnes qui disent « ne faites point de rêve ». Tu arrives à trouver le point commun entre tout ça et à identifier que c'est le mot « ne faites point ». Alors, c'est juste pour être sûr c'est vraiment la machine qui va apprendre à se dire, OK, bah, quand j'ai un signal comme celui que je vois à gauche, bah, parce que j'ai certaines plages de fréquences qui sont activées, je sais que ça peut être nœud, mais ça pourrait peut-être être autre chose dans un autre contexte. Et tout ça, c'est lui qui l'a appris de manière itérative en voyant beaucoup de données. Et donc, en analysant en quelque sorte un peu les points communs de tous ces 10 000 exemples. Tout à fait. Il cherche des patterns et il s'appuie sur le contexte général, donc toute l'information qu'on lui donne pour trouver la meilleure règle de décision possible quand il est confronté à un signal pour se dire, OK, bah, moi j'aurais transcrit ça parce que globalement, par rapport à ce que j'ai vu avant, par le passé, c'est ça qui a le plus de sens. Voilà. Et donc, cette approche aujourd'hui
Nous, typiquement, chez Quality, c'est sur ça qu'on s'appuie. Google, Amazon, c'est sur ça qu'ils s'appuient. Ça a donné des très bons résultats. Enfin, ça donne des résultats qui, aujourd'hui, sont similaires à ce qu'on va pouvoir avoir, à la performance que va pouvoir avoir un humain. On est en réalité un tout petit peu inférieur dès qu'on est très générique, mais on est en train de tendre un peu à l'image de ce qui se fait dans d'autres secteurs de recherche comme la reconnaissance des images, vers une performance similaire à ce qu'aurait eu un humain si on lui avait demandé de transcrire. On est de l'ordre, donne un ordre de pourcentage de haute Alors, niveau. un humain, ça c'est en anglais, hein, les évaluations elles ont été faites par Ouais. Baidu en 2015. Un humain, globalement, si on lui demande de transcrire un audio, en réalité, si on demande à plusieurs humains de transcrire un audio, tous ils vont avoir des façons un peu différentes de le transcrire. Et on constate que ça fait une erreur moyenne de 5%. D'accord ? Et les systèmes large échelle, c'est-à-dire qu'ils vont être comme le système Quality, on va être entre 10 et 15 en fonction de l'élocution, du bruit et de tous les facteurs, tous les petites nuisances qu'il faut gérer. Donc, au plus les nuisances vont être fortes, au moins la capacité d'un humain à la transcrire sera bonne. Donc, on va évoluer aussi par rapport aux 5%, et au moins la capacité du système de la même manière sera bonne. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, si on voulait construire un système similaire à celui-là, ou à celui qu'on va voir après, qui est le traitement du langage naturel, avant, on embauchait des experts. Là, on aura embauché un linguiste. Aujourd'hui, si on veut développer des technologies pour résoudre des tâches complexes comme celle-ci, où il est impossible de définir à la main des règles, on embauche des ingénieurs logiciels et des chercheurs en intelligence artificielle. Pardon, du coup, c'est moi qui utilise les mauvais termes. Qui, eux, vont apporter leur savoir-faire sur comment est-ce que je conçois et organise cette boîte noire qui contient des centaines de millions de paramètres, voire des milliards de paramètres variables. Comment je la conçois pour donner un maximum de flexibilité au système dans sa capacité à reconnaître le problème et à le traiter. Juste en bas de ta slide, en bas à droite, on voit marqué TensorFlow. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est TensorFlow? Tout à fait. En Je deux mots. l'ai mis parce que c'est des termes qui reviennent souvent. Je pense qu'il y a pas mal de prestataires que vous croisez qui vous parlent de ce genre de choses. Si vous voulez, il y a TensorFlow et PyTorch. PyTorch. C'est des technologies qui ont été rendues open source par Google pour TensorFlow et par Facebook pour PyTorch, et qui fournissent en fait une boîte à outils dans la conception de cette boîte et dans la capacité à traiter beaucoup de données. Et ce qu'il faut voir également, c'est que, je pense que vous l'avez compris, s'il y a 1 milliard de paramètres, des centaines de millions d'exemples audio à traiter, on arrive vite sur des capacités de traitement qui sont gigantesques. Et donc, souvent, on va utiliser des cartes graphiques pour être plus performant. Et donc, ces outils TensorFlow, enfin ces boîtes à outils TensorFlow et PyTorch intègrent des solutions pour manipuler efficacement les mathématiques qu'il y a derrière et surtout être capable de les exécuter sur l'ordinateur de manière très performante. Parfait. Donc voilà, en gros, pour la reconnaissance automatique de la parole, je ne suis pas allé vraiment… bien sûr, on peut en parler pendant des heures, mais je pense que là, vous avez au moins les grands concepts. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'issue de cette phase, on a un texte qui est globalement correctement orthographié avec la bonne conjugaison, les noms propres. Et donc, on va pouvoir analyser de manière beaucoup plus facile que si on essayait d'analyser directement l'audio. Mais on n'a fait qu'une partie du chemin, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas exactement d'avoir la transcription, parce qu'à la limite, entre relire une transcription ou réécouter l'audio d'un point de vue organisation, efficacité opérationnelle, on n'a pas apporté énormément de gains. Ce qui va être important ensuite, c'est comment est-ce qu'on est capable d'exploiter cette transcription pour répondre à des besoins opérationnels. Typiquement, tout à l'heure, je vous disais que nous, on cherche dans les conversations certains moments importants. Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Et typiquement, avec les techniques de traitement naturel, on va être capable de le faire de manière efficace. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail ici. Mais imaginons qu'on se dise, OK, moi, je veux détecter ce type de phrase. Par exemple, les irritations.
souvent, nous, imaginons qu'on soit dans un exemple B2C, opérateur de téléphonie par exemple, on a un annuaire de prospects potentiels et donc on met des grosses équipes commerciales pour appeler tout le monde et savoir s'ils ne veulent pas changer d'opérateur de téléphonie. Et bien souvent, on va appeler une première fois, ça ne va pas marcher et ensuite on va rappeler une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois et ça va créer de l'irritation et des situations un petit peu conflictuelles. Donc, pour le management, la question c'est dans quelle mesure, est-ce que ce genre de problèmes apparaissent de plus en plus, de moins en moins et est-ce que ça apparaît tellement souvent que on va commencer à avoir des problèmes et donc il faut mettre en place des garde-fous pour éviter que ça se reproduise. Et donc on peut se dire, c'est simple. Je sais que, par exemple, la phrase, ça pourrait être « arrêtez de m'appeler, je ne veux plus que vous m'appeliez » ou « je vous l'ai dit 15 fois, maintenant c'est bon, arrêtez de m'appeler ». Tout ça pour imager le fait qu'il y a beaucoup de subtilité dans le langage et on peut dire la même chose de 1000 façons. Donc ça déjà, c'est même dans la perspective où on voudrait construire un système assez basique, on se rend compte qu'il va falloir quand même construire beaucoup de règles et identifier beaucoup de cas pour commencer à avoir des niveaux de détection qui soient intéressants. Et ensuite, quand on va vouloir avoir une compréhension fine de la discussion, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'objectiver ce qui marche. Typiquement, objectiver ce qui marche dans une situation de négociation commerciale où tout n'est pas forcément exprimé, ça demande un niveau d'analyse qui est quand même assez avancé et on imagine bien que ça va être très compliqué de définir des règles, notamment quand il y a de l'ironie, du sarcasme. Voilà, et donc comment est-ce qu'on va être capable d'apporter des solutions sur ce problème-là sans avoir à construire des règles manuelles? Et encore une fois, et c'est vraiment la force de ces méthodes d'apprentissage statistique, c'est dans la mesure où on a été capable de concevoir un système qui apprend par l'expérience en s'alimentant uniquement de données brutes, on est capable, enfin, on a un outil qui est vraiment à la fois puissant et générique. Et donc, on peut réutiliser ce qu'on a vu à l'étape d'avant pour traiter ce type de problème, même s'il peut sembler complètement différent. Et la seule spécificité, donc la spécificité qui va apparaître, c'est les jeux de données ne vont pas être les mêmes. Avant, on avait des enregistrements audio et l'équivalent texte. Maintenant, on va avoir l'équivalent texte et par exemple, les irritations qui sont bien localisées dans le transcript. Et on va également devoir utiliser de nouvelles boîtes noires parce que ce qui va marcher, la boîte noire ne va pas être conçue et configurée de la même manière pour s'adapter aux spécificités. Par exemple, sur le son, ce qu'on a en entrée, c'est une donnée qui est multidimensionnelle. On a des amplitudes, des plages de fréquences en fonction du temps, alors que dans le traitement du langage naturel, on a des mots, donc des entités uniques, je dirais. Et donc, ça oblige à revoir la conception de la boîte noire, mais néanmoins, le processus d'apprentissage sera le même. Et dans le cas du traitement du langage naturel, la boîte noire, elle va servir à créer une représentation qui donne à chaque mot, qui associe à chaque mot en fait une sorte de sens, une représentation du sens du mot, de sa proximité avec des mots proches comme les singuliers et les pluriels, les synonymes. Je pense que vous voyez le principe. Et on va utiliser cette représentation des mots pour être capable ensuite de créer une représentation symbolique, si vous voulez, du sens des mots ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a la capacité à détecter le sens d'une phrase, on peut la remettre dans le contexte d'une vente et se dire, je sais que j'ai eu une vente qui a bien marché parce que j'avais l'intégralité de ce discours et donc cette succession de mots. Identifie-moi en te basant sur l'intégralité de mon historique de vente, qu'est-ce qui est le plus pertinent à quel moment. Donc, c'est globalement ce que je voulais présenter aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, il y a un échange. Est-ce que, Jean-Philippe, tu as une idée de combien de temps il nous reste?
Alors, il y a eu déjà des. Oui, l'idée, c'est une petite dizaine de minutes, si on peut, Ok, pour super, tenir les timings. Hop là, si éventuellement tu nous montres le site de Colity quand même, qu'on comprenne un peu, voilà. bien sûr. On a ton profil également LinkedIn, hein, si on veut t'inviter, on le fait avec plaisir. Voilà. Donc le cas d'usage, c'est convertissez plus, coachez mieux, onboardez plus. On détecte tous les mots, on retranscrit automatiquement. Si tu zoomes sur l'image, on va voir que quand on fait une recherche dans la transcription, quand on cherche le mot budget, on trouve, voilà, on voit normalement assez, Mais assez si bien tu veux, peut-être. peut-être Jean-Philippe, je vous montre très Oui, rapidement à quoi les interfaces ressemblent dans l'application. oui. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent ah oui, mais alors pourquoi avoir choisi les ventes? Ça pourrait être aussi le marketing, ça pourrait être aussi plein d'autres domaines. C'est Tout à quoi? C'est fait. pour se spécialiser, devenir un expert de un marché, être vraiment le meilleur sur un marché? Alors, ce que je pense aussi, le sens de la question, c'est qu'en effet, les briques que je vous ai décrites, elles sont génériques. C'est-à-dire qu'on peut les appliquer pour de la vente et sur plein d'autres choses. Néanmoins, faire un produit, c'est bien sûr avoir des outils techniques, mais il y a une phase de commercialisation et de vente qui est extrêmement importante. Et donc, choisir un positionnement, c'est très important. On a choisi la vente parce que le, typiquement, ce qu'on a pu constater chez des clients, c'est que c'est là que la souffrance était la plus forte et que les enjeux étaient les plus grands. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur les plateaux commerciaux, donc beaucoup de salariés au téléphone, Et il et faut ça représente optimiser. des masses salariales qui sont très importantes pour les entreprises. Et le fait qu'il n'y ait pas de vrais outils aujourd'hui pour les aider au quotidien et surtout aider le management, euh, bah, c'est un problème. Et je rajoute à ça un deuxième problème qui est la question de la montée en compétences. Souvent dans les équipes commerciales, il y a des turnovers qui sont significatifs. Et donc comment on est capable de, en objectivant ce qui marche, bah, de construire des processus d'intégration qui soient plus optimisés, donc qui vont permettre aux nouveaux collaborateurs d'être productifs le plus vite possible. Et même, on va permettre de fluidifier les interactions avec les managers dans le quotidien. Typiquement, là, je suis en train de faire une présentation, mais imaginons que je sois en train de faire un appel. Typiquement, je pourrais tout à fait prendre des notes en temps réel ou solliciter mon manager sur cette partie de la discussion, ce que je suis en train de dire tout de suite, pour qu'on puisse avoir un débrief ensemble juste à ce moment-là. En D'accord? temps réel, Et pendant l'appel. exactement. Et donc, en tant que manager, ce que ça va m'apporter à moi, c'est que je n'ai pas besoin de réécouter l'heure d'appel. Je sais que mon commercial, il s'est senti en difficulté à ce moment-là. Bah, je réécoute 2 minutes avant, 1 minute après, et je lui fais un feedback et on discute. Voilà les grands principes. D'accord. Et donc, Et voilà les interfaces, à quoi ça ressemble. alors là, montre-nous, voilà. Vous Donc là, c'est retrouvez Nicolas Vatel. l'intégralité. C'est moi qui ai appelé Clémence, c'est un appel de mardi. Euh, et on retrouve l'intégralité du transcript un petit peu comme une sorte de chat. On retrouve les commentaires que moi j'ai laissés, mais aussi on va retrouver pas mal d'éléments à l'intérieur, Alors, comme les vous y parlez. références à des systèmes de téléphonie et de CRM qui, eux, ont été détectés de manière automatique. Voilà. Alors, je crois que vous parlez de formation dedans. On peut chercher dans la transcription? On peut chercher dans la transcription, par exemple, moi dans ma démonstration, à chaque fois, je fais référence au prix. Donc, on va pouvoir retrouver euh, combien de fois moi j'ai dit prix, mais aussi quand est-ce que Clémence m'a parlé du prix. Et donc là, on voit qu'elle me dit que c'est pas elle qui s'en occupe et qu'il va falloir plutôt voir avec Steve. Et quand on tape prix, est-ce que ça trouve le mot budget? Est-ce que c'est Alors, ou ça aujourd'hui, trouvera le mot? la recherche que je vais utiliser ici, c'est vraiment de la recherche euh, texte, plein texte. Donc, il n'y a pas cette notion de synonyme. Ce qu'on propose aujourd'hui comme solution pour les gens euh, qui veulent détecter les références au prix, au budget, etc., c'est de définir des trackers. Les trackers, je vais vous les Voilà, donc on peut montrer. mettre en fait dans On peut un sac configurer de mots. des sacs de mots. Et là, ce sur quoi on travaille, c'est justement pour aller plus loin et constituer, enfin, automatiser la description de certains événements. Par exemple, les prises de rendez-vous, quel que soit votre domaine d'activité, bah, la problématique est à peu près la même. On se met d'accord sur une date. Et donc ça, c'est des choses qu'on va être capable de détecter de manière automatique sans que nos clients aient besoin de, eux, lister des exemples.
Thierry avait une question, Thierry. Tu y as répondu partiellement parce que j'étais en train de me dire, comme tu as visé l'activité commerciale, ça veut dire que toi, tu as des templates quelque part de vocabulaire et de mots-clés qui sont déjà existants dans l'outil et il y a une phase d'adaptation au contexte ou au jargon de l'entreprise concernée. Comment ça se passe? Il y a une phase d'adaptation, c'est-à-dire que nous, si vous voulez, la transcription, elle est générique. On est capable de faire des ajustements pour s'adapter à des jargons spécifiques de certaines sociétés. Par exemple, souvent, il y a des noms de marques qui sont cités, des noms de concurrents, et donc des noms propres qui, à moins qu'on fasse quelque chose, ne pourront pas être reconnus par le système. Donc, il y a une adaptation dans ce sens-là, dans la capacité à détecter des mots rares et spécifiques à une activité. Donc, ça, on le fait. Et en effet, on est capable de spécialiser le moteur de détection. Enfin, en gros, on a toute une partie générique qui est assez puissante et qui permet à des gens qui démarrent avec Quality de fonctionner, de travailler efficacement. Mais en plus, on va être capable de rentrer plus dans le détail et de faire des choses plus spécifiques pour des clients. Et sur la partie objectivité, là, c'est vraiment pour des clients qui ont beaucoup, beaucoup de volume. Bah là, on va être capable de faire une étude sur leur use case en disant, OK, vos ventes, c'est ça. Et on va faire tourner nos algorithmes pour dire, bah, dans cette vente-là, ce qui n'a pas marché ou ce qui a été un frein à la vente, c'est cet échange-là, par exemple, sur le prix. Est-ce qu'on peut aussi avoir des statistiques à l'envers, c'est-à-dire quels sont les mots précis que les meilleurs commerciaux utilisent, que les autres commerciaux n'utilisent pas? Bah alors, typiquement, quel est le secret de la vente, ça, en effet, il y en a qui proposent des visualisations de ce type-là. Nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai essayé de le suggérer tout à l'heure, en fait, un mot hors contexte, oui, il ne veut pas forcément dire la même chose. Et donc, faire des nuages de mots et des choses comme ça, ça peut donner une interprétation fausse. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaie d'avoir vraiment une analyse statistique avec un maximum de contexte. oui. Donc, on demande au système de prendre l'intégralité du contexte d'une vente. On lui dit est-ce que oui ou non la vente s'est faite. Et donc, à partir de là, lui, il est capable, en croisant avec l'intégralité des ventes, de savoir ce qui est déterminant ou pas. Et ça, ensuite, on est capable de l'analyser et de se dire, OK, bah, en fait, quand c'est positif, c'est parce qu'il y a ça qui est dit. Quand c'est négatif, c'est parce qu'il y a ça qui est dit. On est capable de mettre en place une formation et un accompagnement pour travailler sur ces sujets-là qui sont particulièrement importants pour la réussite des ventes. On a une question de Christelle. Christelle, si tu veux la poser au micro, si tu veux. Christelle demandait comment reconnaître… Voilà, coucou. Oui, comment on arrive à reconnaître les émotions négatives des émotions positives. Bon, émotions négatives, on voit à peu près, mais positives. C'est sémantique, c'est du texte analysé ou c'est le son de la voix? Il y a plusieurs façons de le faire. La meilleure façon, c'est la voix. Parce que la meilleure façon, c'est de partir du signal audio. Parce que c'est dans le signal audio qu'on va avoir toutes les intonations, toute la finesse en fait du langage. Dès qu'on passe avec les mots, on a déjà perdu pas mal d'informations. Donc sur des irritations fortes, par exemple, j'en ai marre, arrêtez de m'appeler. Là, on va être capable de le détecter au niveau du texte. Mais sur de l'ironie ou du sarcasme, dans le texte, on ne le verra pas. Donc quelqu'un qui dit ah bon, vous pouvez me livrer en 6 mois en 6 mois. Ah là là, c'est formidable, bravo, hein, vraiment, me livrer en 6 mois, c'est formidable. Là, donc un humain comprend que c'est de l'ironie, hein, ça veut dire 6 mois, c'est beaucoup trop. Mais si on prend les mots, la transcription pure des mots, ah bon, vous pouvez me livrer en 6 mois, point, c'est formidable. Vous pouvez me livrer en 6 mois, c'est une phrase neutre, c'est un fait. C'est formidable, c'est un signal perçu comme étant positif. Donc, effectivement, si on n'a pas le signal vocal, on ne comprend pas que « Ah là là, vous pouvez me livrer en 6 mois, ouais, c'est formidable ». On n'a pas… Voilà. Donc, nous, les humains, on sait détecter ça. Et maintenant, TensorFlow, Quality, sait détecter ça. Après, non, Quality, juste pour préciser sur ce point-là, nous, aujourd'hui, ça, on ne le fait pas. Comme je vous le disais, nous, le projet, on l'a démarré il y a 1 an et demi, donc il y a des priorisations à faire. Mais en tout cas, si on était amené à le faire,
on le ferait de la même manière que ce que je vous ai décrit là. Il faut constituer des bases d'exemples. Et donc, autant en anglais, il y a des bases d'exemples disponibles, mais en français, il n'y a pas de base d'exemples. Donc, on voit que le coût d'un projet de ce type, c'est au-delà de l'expertise en conception de la boîte noire que je vous décrivais tout à l'heure. Ça, on l'a. Mais néanmoins, l'énergie nécessaire à constituer des jeux de données, ça, on n'a pas été aujourd'hui, on n'a pas eu le temps et l'énergie pour investir. Étape par étape. D'accord. Il y avait une autre question de Thierry. Alors, c'est la question qui tue. Allons-y. Ouais, alors j'avais deux questions. D'une part, il y en avait une un peu sur ta cible, c'est-à-dire est-ce que c'est que les plateaux de télévendeurs, etc., ou est-ce qu'au contraire, on peut démarrer avec une petite équipe de quelques télévendeurs pour se mettre le pied à l'étrier et comprendre l'apport de ta solution? Et puis, Voilà, c'était aussi la question de Guillaume un peu plus tôt, qui était à partir de combien de personnes est-ce qu'on arrive à avoir des données suffisantes? Donc, c'est une très bonne question, merci. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on favorise aujourd'hui le plus, c'est la collaboration. Et en plus, vous savez, on est dans un contexte particulier de télétravail qui fait que l'organisation des plateaux commerciaux est encore plus déstabilisée parce qu'il n'y a plus ces interactions au quotidien. Et donc déjà, être capable de recréer de l'interaction entre le manager et les collaborateurs, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Donc c'est sur ça qu'on priorise. Et vous voyez bien que pour ça, il n'y a pas besoin d'équipes très grosses. Et au contraire, souvent l'enjeu pour des petites structures, il va être encore plus important parce qu'il y a moins de process, il y a moins d'historique. Et donc on sait moins bien ce qui marche de ce qui ne marche pas. Donc déjà, nous, on le fait chez Quality au quotidien, de réécouter les démos, réécouter les appels de vente pour se coacher les uns et les autres. Mais nous, on a des clients qui ont 2 vendeurs et un manager, enfin, en gros, le chef de l'entreprise, et ils itèrent ensemble de cette manière-là. Oui, c'est vrai que dans une équipe commerciale, quand un commercial a un problème de négociation avec un client, il a du mal à dire à son boss j'ai du mal à faire passer tel ou tel prix ou tel sujet. Attendez, monsieur mon manager, directeur commercial, attendez, je te partage tout de suite la séquence de 35 secondes où on a parlé de ça et où on a eu sa réaction qui était assez directe. Voilà, tiens, voilà le fichier, réécoute-le. Tiens, voilà la transcription en 3 lignes, réécoute-le. Un commercial n'arrive pas en 3 secondes à avoir le super pouvoir de retrouver le morceau dans une conversation, de le découper, d'envoyer l'audio, d'envoyer le texte à quelqu'un pour être mieux conseillé dans sa direction. C'est un nouveau super pouvoir pour les commerciaux. Ouais, votre idée, elle est fantastique parce qu'en plus, en général, le commercial, s'il explique ça à son chef a posteriori, il révise l'histoire, donc il ne dit pas la vérité en plus. Tandis que là, on a la vérité instantanée avec votre système. Donc, ça oblige, ça crée de la transparence. Après, attention, l'algorithme de Quality vient de détecter dans le texte prononcé par la voix d'un certain Thierry Legoup le mot « Oh là là, votre solution est formidable, c'est un signal d'achat ». J'ai noté. On pourra faire des démos pour ceux qui veulent, un peu plus en détail. Non, mais pour répondre à la question, du coup, je me concentre. Oui, je voulais mettre en avant un point, c'est que moi, j'ai l'impression que sur les plateaux commerciaux, il y a deux sujets qui sont en conflit. C'est-à-dire qu'il y a un impératif de résultat. Et il y a une grosse… les gens sont très incentivés au résultat. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Mais souvent, avec des outils comme Quality, naïvement, si c'est présenté très rapidement, le commercial, son ressenti, et il est légitime, c'est moi, je vais te fliquer, on va surveiller tout ce que je dis, et moi, ça m'embête. Et à l'inverse, on a des commerciaux qui se plaignent aujourd'hui de la qualité de leur coaching, des feedbacks et de la capacité de leur management à les faire progresser. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de créer cet écosystème en essayant de résoudre un petit peu. Et souvent, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on commence sur la base du volontariat, c'est-à-dire que ceux qui ont envie de progresser, qui voient que déjà, ce sera plus simple de prendre des notes, ce sera plus simple de solliciter son manager, d'avoir de l'échange, et ce sera plus simple de progresser. Donc, c'est un bon moyen de démarrer avant de généraliser. Alors, est-ce que ça veut dire que, à part le côté flicage dont on mentionnait, les commerciaux ayant peur de se faire fliquer, est-ce que ça veut dire aussi que les commerciaux vont se dire j'ai un moyen, j'ai de la data pour pouvoir optimiser mon discours et je sais que je suis enregistré. Alors,
sans penser à l'aspect flicage. Si on m'a appris, si j'ai compris, si je suis d'accord avec le fait qu'il faut utiliser telle ou telle phrase, ben, je vais essayer d'optimiser les choses. Enfin, est-ce que ça va être vertueux? Est-ce que les commerciaux ont tendance à se dire, bon, ben, c'est vraiment une aide et je vais la mettre en pratique. Et en plus, on enregistre, on peut à tout moment vérifier que je n'ai pas dit l'inverse de ce qu'on me conseillait de dire. Donc, est-ce que ça va rendre les commerciaux plus vertueux et un discours mieux préparé, plus précis? Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on encourage et c'est pour ça qu'on recommande de le faire, au début en tout cas, sur la base du volontariat, parce que ça permet de créer un écosystème de bonne volonté. Enfin, en gros, de sortir de cette logique de flicage ou de crainte qu'il peut y avoir. Mais après, on a aussi des clients qui savent qu'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables, que les commerciaux, en sachant qu'ils ne sont pas trop surveillés, se prennent pas mal de libertés. Et ces libertés, parfois, peuvent avoir des conséquences très graves, notamment la répression des fraudes qui reprend le sujet suite à une plainte UFC que choisir. Donc, le UFC que choisir. Donc, voilà, il y a des exemples comme ça où des fois, on veut quand même du contrôle parce que les sujets sont importants et on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc, il y a différentes approches en fonction de la maturité des organisations, en fonction de la culture de l'entreprise aussi. Et nous, on essaye de répondre aux différentes attentes qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il faut évidemment prévenir le client qu'il est enregistré? Parce Tout à que, fait. d'ailleurs, est-ce qu'il est enregistré ou est-ce qu'il est transcrit? Parce qu'on peut très bien écouter l'audio, ne pas l'enregistrer, mais écouter, transcrire, effacer l'audio et garder que la transcription. Est-ce qu'on lui dit quoi? On lui dit, est-ce que vous voulez que je transcrive notre conversation? Est-ce que vous voulez que je dise j'enregistre? Nous, Et notre base de départ, de toute façon, c'est l'enregistrement audio. Et dans 99% des cas, l'enregistrement audio, c'est la solution de téléphonie qu'ils proposent. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui enregistrent déjà sans travailler avec nous. Et donc, d'accord, donc cette problématique de est-ce que j'ai le droit d'enregistrer? Est-ce que j'ai bien demandé l'accord? Comment? elle existe déjà. La problématique, elle existe déjà. Il y a déjà des pratiques de marché qui font que tout le monde enregistre tout. Bon, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et nous, là où la question est très bonne, Jean-Philippe, c'est qu'en effet, dès que le sujet quality arrive dans une organisation, ça amène à réfléchir sur est-ce que nous, on est complètement propre sur la façon dont on gère cette donnée qui est l'audio. Et ensuite, le fait de faire une transcription et en fait d'être capable d'exploiter réellement cette donnée pour une problématique qualité, qui est en fait le message qui est souvent affiché. On vous informe que l'appel peut être enregistré pour des raisons de qualité. En réalité, il est enregistré, mais il n'est pas exploité. Le fait qu'il devient exploitable soulève des nouvelles questions vis-à-vis de la protection des salariés. Et donc, c'est en ça qu'il y a une réflexion à avoir. Il n'y a aucun blocage d'un point de vue juridique. Ce qui est important, c'est de le faire en bonne intelligence. Et le faire sur la base du volontariat, ça permet d'enlever énormément de freins. Voilà. D'accord. Donc oui, il y a aussi une question qui est d'ordre juridique. C'est si mon client sait que j'enregistre la conversation, un commercial il y a des commerciaux qui survendent un truc. Ils vont promettre, si vous m'achetez mon produit, vous aurez ça, ça et ça. La conversation est enregistrée, elle est retranscrite, elle est dans les systèmes de l'entreprise. Et puis, 2 mois après, la promesse n'est pas tenue. Le fournisseur qui a promis quelque chose n'a pas livré la bonne chose. On peut voir, mais là, ce n'est pas un problème Quality, c'est un problème général de tous les logiciels d'enregistrement. On peut peut-être avoir un problème, c'est que l'acheteur va dire je vous demande la copie de l'enregistrement et j'utilise l'enregistrement contre vous pour prouver que juridiquement que vous m'avez floué, que vous m'avez vendu quelque chose Alors, qui n'était moi, pas. de toute façon, nous, on ne porte pas vraiment de rôle de conseil sur ce type de sujet. Enfin, souvent, les organisations ont des DPO, ont des équipes juridiques qui ont les idées Voilà. très claires sur ça. Mais en effet, c'est un sujet important. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que les gens ont plutôt tendance à régler ça en bonne intelligence. Quand le Oui. problème est souligné par le client, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. L'impact négatif, il est déjà là. Le client, il n'est pas content. On ne va pas le récupérer, c'est à peu près sûr. Mais on essaie de faire en sorte que ça se règle, Ça se règle bien. le plus facilement possible. Effectivement, juste pour citer d'autres logiciels de captation de conversation, beaucoup de sociétés ont connecté par exemple AirCall à Salesforce ou HubSpot pour pouvoir enregistrer directement. Il y a plein de solutions de la société Mitel par exemple pour faire
pour faire ça également, de la téléphonie d'entreprise où on reconnecte. Mais là, vous avez vraiment une spécialisation sales. Enfin voilà. Donc enregistrer, il y a plein d'outils qui le font. Enregistrer, transcrire, rechercher, conseiller, obtenir des insights, c'est important. Voilà, mais après, il n'y a pas forcément toutes les solutions qui sont compatibles. Par exemple, avec Aircall, on est en discussion depuis un petit moment déjà pour qu'il y ait une interopérabilité entre nos deux plateformes. On n'y est pas encore. Donc, les gens qui utilisent Aircall aujourd'hui, on a du mal à les servir. On est un peu embêté par rapport à ça. Ah, Mais bon, ok. ça, le Ça va hybrid, venir. ça va venir. Est-ce Thierry, que tu avais une question, Thierry? j'ai encore une question. Est-ce que ça nécessite des dispositifs téléphoniques spécifiques pour que votre solution marche? Pas du tout. Bien souvent, non, nous, notre point de départ, c'est vraiment l'enregistrement. Pour les gens qui n'ont pas de système de téléphonie, donc qui passent par leur téléphone portable, donc, parce qu'il y en a beaucoup, on a un système qui permet d'initialiser un appel directement depuis Quality. Donc, le commercial ou la personne est appelée sur son vous déclenchez un appel sur Quality. Quality vous appelle vous sur votre téléphone portable et ensuite redirige l'appel vers la personne. Et comme ça, on est capable d'avoir accès à l'enregistrement. Et on a développé aussi un système de visioconférence intégré. C'est-à-dire que dans Quality, vous pouvez démarrer des conférences type Hangout ou Zoom. Vous retrouvez exactement le même niveau de qualité. La seule différence, c'est que en étant connecté à votre CRM et en ayant la main sur la conférence, on est sûr de qui parle quand, qui est la personne qui parle, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus pertinent dans les analyses qu'on fait. Quand on essaie de reconstruire cette information a posteriori, souvent on rajoute beaucoup d'erreurs et on perd en subtilité. D'accord. Il y avait une question sur le prix. Oui, les tarifs, ils sont publics. Globalement, Quality, c'est à la fois un outil pour les commerciaux au quotidien, mais c'est aussi un outil pour le management. Donc, le fait que tout ce monde-là puisse travailler dans Quality, retrouver des appels, initier des appels, prendre des conférences, initier des conférences, échanger avec son manager. Donc, ça, c'est un coût fixe de 169 € par mois pour tout le monde. Et ensuite, pour les utilisateurs qui font des appels au quotidien et que ces appels sont traités par Quality, ça rajoute 59 € par mois par collaborateur. D'accord. Taxe. Oui, donc c'est un coût, c'est un vrai budget, mais c'est un budget il faut s'habituer à ce qu'il y ait des outils qui aient un coût. Juste pour rebondir, parce que c'est vrai que souvent, quand on annonce les prix, les gens nous disent, mais c'est bizarre, c'est plus cher qu'un CRM, par exemple. Ou, Ok. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, Il y a pas de nous, débat. notre enjeu, c'est le retour sur investissement, sur la performance des équipes et la montée en compétences. Et donc, le 69 € par rapport au salaire d'un commercial, c'est quand même pas grand-chose. Voilà. Question de Charles-Emmanuel, si tu veux la poser, Charles-Emmanuel. Attends, non, pardon, tu n'as pas allumé ton micro, j'active ton micro, vas-y. Ah, non, pas encore, oui, vas-y. C'est bon. C'est effectivement en lien avec la discussion qu'on vient d'avoir vis-à-vis du client. Comment s'assurer que le client était ouvert à cette méthode et qu'il n'allait pas réagir différemment lorsqu'il se sait écouter ou enregistrer dessus. Et puis, cela veut-il dire qu'on doit aussi partager ces données avec le client et donc lui mettre à disposition? Alors, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que les enregistrements, les transcriptions, les enregistrements que font les entreprises aujourd'hui ne sont pas partagés. Mais en effet, nous, on cherche à développer cette pratique qui est que l'enregistrement, en fait, il a du sens pour les deux parties. Le fait de pouvoir y revenir, on peut créer de la valeur autour du fait d'enregistrer. Voilà. Mais en tout cas, nous, c'est sûr, ce qu'on encourage, c'est de la transparence. Bien sûr, c'est ce qu'il faut, oui. D'ailleurs, excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière moi parce que je suis dans un call center là et c'est absolument terrible. Ça m'amuse. Ok. En tout cas, pour répondre à la question plus précisément, on peut partager ce que je vous ai montré tout à l'heure, la page où on voyait l'appel avec la transcription. Bon, vous n'aurez pas les commentaires et les échanges qu'il y a pu avoir entre le collaborateur et son manager sur comment améliorer le discours, mais votre prospect, lui, on peut lui partager la transcription et créer un échange entre le manager, le commercial et le client. Ça peut être une bonne pratique. Voilà, à chaque fois qu'on aura un échange, vous aurez la retranscription. Ça vous aidera, vous aussi, monsieur l'acheteur, à mémoriser vos échanges avec les fournisseurs. Donc, préférez travailler avec un commercial qui vous aide à garder une trace des échanges.
C'est plutôt pas mal. Clémence, tu avais une question aussi, peut-être une dernière question éventuellement, mais tu avais une question sur est-ce que ça dénature pas la spontanéité de l'échange, de dire dans la pratique, de dire on enregistre ou moi j'émettais l'hypothèse que ça pouvait inciter les commerciaux à améliorer leur jeu commercial, leur discours, leur éloquence. Est-ce que ça dénature la spontanéité? Moi, je l'utilise au quotidien. En fait, je pense, quand je suis dans ma vente ou quand je fais mes démos, je suis concentré sur mon client. Je ne pense même pas sur le fait que c'est enregistré. Enregistré, oui. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Les clients ne nous ont pas remonté ce problème-là, qui est que me sachant écouter, bah, ça crée du stress et donc je suis moins performant. Je ne l'ai pas entendu. De toute façon, ils sont déjà écoutés par une grande partie aujourd'hui. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est vraiment que en pouvant on sait que les commerciaux ne peuvent pas entendre tout ce qui se dit dans un rendez-vous commercial, ou dans une conversation. Le fait d'avoir un enregistrement, on peut ensuite tranquillement passer en revue toutes les demandes, y répondre beaucoup mieux, gagner du temps, améliorer son discours, et donc mieux servir le client. Donc normalement, c'est plus j'ai de données, plus j'améliore mon service. Et surtout, on a souvent, moi je le constate, une deuxième grille de lecture à froid. Quand on est à chaud dans la vente, bah, on réfléchit quand même à ce qu'on va dire ensuite, donc on n'est pas forcément suffisamment attentif au message qu'on vient de recevoir. Et le fait de se réécouter à froid, c'est aussi une pratique qu'on recommande. Après, les clients choisissent ou non de le faire, parce que c'est vrai que c'est un investissement que de demander aux commerciaux de se réécouter. Mais en tout cas, c'est, je pense, un des leviers de progression les plus importants, se réécouter, parce qu'on se rend compte des erreurs qu'on fait. Question très intéressante de Amandine, et après j'aurai une bonne nouvelle pour toi. Question très intéressante d'Amandine. C'est bien ta question. Parce qu'en fait, l'entretien commercial, il est aussi souvent physique en B2B. Du coup, est-ce qu'on peut… Enfin, moi, je sais que j'enregistre beaucoup quand j'ai besoin de retranscrire, même si ce n'est pas forcément commercial. Est-ce que du coup, ça peut se plugger sur la fonction Voice Recorder ou… Si la rencontre est physique, est-ce qu'on peut utiliser la fonction enregistrement? En physique commercial, hein, est-ce qu'on peut l'utiliser? Aujourd'hui, on ne le propose pas. Nous, vu qu'on a des plateaux commerciaux, enfin principalement notre cible, c'est ça. Donc l'interface préférentielle, c'est l'application web que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on est en train de déployer une version mobile sur laquelle on va rajouter cette fonctionnalité-là. Après, je pense que Jean-Philippe, toi, tu voulais peut-être parler de gens que tu connais qui font ça. Oui, je ne suis pas dans l'envisage peut-être de le faire. Et oui, absolument, il y a d'autres moyens de le faire. Absolument. On a déjà parlé. Mais en tout cas, sur la question de l'enregistrement, la question qui va se poser, c'est quand même la question du consentement, la transparence. Et voilà. Ensuite, dans l'exploitation qui en est faite, nous, on n'a pas encore fait vraiment les tests pour savoir si vraiment un téléphone, il permet d'avoir un signal suffisamment de bonne qualité pour avoir une transcription de bonne qualité et ensuite une analyse de bonne qualité. Nicolas, c'est super clair, merci beaucoup. J'ai une surprise pour toi, je t'avais promis, j'ai une surprise pour toi. Alors, je vais la transformer en un jeu. Alors, le jeu est le suivant. La surprise, c'est, je pense que tu as un prospect très, très intéressé par ta solution. L'indice, c'est qu'il est parmi les images qu'on voit à l'écran maintenant, c'est une des cases qui est là. Et le petit indice pour te guider, c'est qu'on ne voit pas son visage à l'écran. Sauras-tu reconnaître la case où tu as un prospect? C'est la case où on ne voit pas son visage à l'écran. Et je crois que c'est Guillaume qui est allé répondre à un appel téléphonique. Voilà. Donc, voilà, je crois que ça peut… voilà. Bon, en tout cas, je suis content aussi. J'espère que cette présentation vous a plu. Et que, en tout cas, sur le but qui était de vous permettre de comprendre plus sous le capot comment ça marche, j'espère vous avoir donné quelques clés ou grilles de lecture qui vous permettent de voir un peu ce qui est possible. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé et que vous voulez une démo plus approfondie sur votre use case, on peut… n'hésitez pas. Et c'est là que, hop là, tout le monde est en train de mettre des petits… allez, on en met tous en même temps, 1, 2, 3. Des petits emojis en haut, en bas. Hop, super. Bon, merci et très bonne journée. Merci, à bientôt. Salut, à bientôt. Parfait. Bien.